Éric Véral est agriculteur, éleveur de vaches laitières et il fait partie du GAEC des Grilles sur la commune de Mailleru. Le GAEC, c'est une histoire de famille depuis 4 générations. Aujourd'hui, ils sont 3. Le plus jeune, Benjamin, son père, Gérard, et Éric, le frère de Gérard, l'oncle de Benjamin. Sur tout ce qui est les vaches, c'est surtout avec mon père. Eric s'occupe plus des cultures, mais il aime énormément les vaches. Mais c'est vrai que nous, je pense qu'avec papa, on est vraiment peut-être un niveau encore au-dessus dedans, quoi. Mais c'est un ensemble, on travaille tous ensemble et chacun, ce que lui fait dans les champs sert aux vaches et ce que nous on fait là sert aussi dans les champs, quoi. C'est un ensemble. Et on se marche pas sur les pieds, non. Non, il y a du boulot pour tout le monde. Hein. Non, puis quand c'est les grands coups de bourre, on fait tout ensemble. Hein. On va dans les champs, on fait tout ensemble. Quoi. C'est une journée à semer du maïs. En espérant que derrière on ait un peu d'eau, parce que cette année, nous sommes quand même un petit peu en sécheresse. Donc nous allons prendre à gauche direction Mailleru et nous allons nous diriger vers le lieu-dit Les Châtelets, avec un point de vue imprenable sur la forêt des Couvres au loin et Alençon. Véronique, on se trouve juste à la limite du partage des eaux. La goutte d'eau qui va tomber derrière moi ira dans l'Atlantique et celle qui va tomber devant moi ira dans la Manche. Quand on se trouve sur Mailleru, versant sud, avec donc les eaux qui vont aller vers l'Atlantique, versant nord qui s'en vont vers la Manche, c'est tout simple. Pour un agriculteur, ça veut dire qu'il y a 8 à 15 jours de maturité de différence. C'est-à-dire que la précocité ici est supérieure à celle à 2 km de l'autre côté. Ça a de l'importance. Ça a de l'importance sur le début du semis de maïs, par exemple. Ça a de l'importance aussi sur la récolte. On moissonne plus tôt. Le maïs, donc est quand même avec l'herbe la base de l'alimentation de nos vaches laitières. Si on loupe le semis de maïs, on peut dire que l'année, c'est pas bon du tout. Le but, c'est de ne pas mélanger les horizons du sol, parce qu'on ne se trouve pas dans le plateau du Neubourg. Dans le pays d'Ouche, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas trop de hauteur de terre, avec des terres complètement différentes suivant les zones. Donc il y a 17 ans, on avait des problèmes de rendement, dus à des terres argileuses travaillées trop tôt, des terres sableuses trop tard, et ainsi de suite. Donc en essayant de travailler que superficiellement, en compostant son fumier, en amenant la matière organique en surface, et en faisant travailler la chose la plus importante du sol, c'est-à-dire le ver de terre, des tonnes de vers de terre à l'hectare. Donc ça m'a remplacé la charrue. La terre, l'eau et la végétation abondante donnent au pays d'Ouche sa singularité. Haies, bosquets, bois et forêts constituent le maillage bocager qui quadrille le plateau cultivé. La forêt, c'est 1/3 de forêt d'État domaniale et 2/3 de forêt privée. Pour être une énergie renouvelable digne de ce nom, il convient de l'entretenir et de la gérer. Donc là, on va où exactement là ? On va chez Monsieur de Nazel, au groupement forestier de Livet, pour finir le marquage des pins, tu sais, qu'on avait commencé là. En éclaircie ? Oui, en éclaircie, c'est l'extraction qu'on avait fait. Marc Capellard est expert forestier. Il travaille avec Sandrine, sa femme, qui l'assiste sur le terrain. Le but du martelage, c'est de pouvoir contrôler pour nous que les arbres qui ont été coupés, une fois qu'on les aura vendus, puisqu'on les vend sur pied, une fois qu'ils ont été vendus, bien vérifier que les arbres qu'on a marqués, il n'y a que ceux-là qui ont été enlevés. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle des flashis, donc flashis au corps de l'arbre, c'est-à-dire à hauteur, sur lesquels on enlève l'écorce. Donc le flashis consiste à enlever l'écorce et ensuite j'imprime mes initiales sur le bois. Tu lui mets 8 mètres de menuiserie. 100 d'écart. 100 d'écart. Ici, on est vraiment dans une parcelle typique du pays d'Ouche, où on a en mélange donc du chêne, du pin sylvestre, du sapin de l'aigle, qui est le sapin pétiné, et du hêtre.
sachant que de plus en plus, on a le sapin pectiné, souvent à l'étage inférieur, c'est-à-dire soit sous forme de semis, soit sous forme de perche, voire de petits bois, quelques bois moyens comme il peut rester ici. Mais il faut savoir que la plupart des gros sapins du Pays d'Ouche ont été exploités suite à des problèmes notamment de dépérissement, d'arbres qui étaient un petit peu surannés, et on a dû les exploiter depuis à peu près les sécheresses de 76. Par contre, il a la faculté à se renouveler, à se régénérer très facilement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ces forêts-là, on a souvent de la jeunesse de sapins pectinés qui commencent à monter dans l'étage dominant. Alors il faut savoir quand même ici sur la propriété, on a eu pendant de très nombreuses années le seul peuplement classé de sapins pectinés, de sapins Normandie, sapin de l'aigle ou encore sapin de l'aigle, hein, il a plusieurs appellations. Donc le seul peuplement sur lequel on récoltait en France des graines de sapin de Normandie. Tu mets 150, 20 mètres, 20 et tu lui mets 8 mètres de menuiserie. Dans la région, on a la chance d'avoir un tissu d'exploitants forestiers, de transformateurs, que ce soit de feuillus, de résineux. Il y a beaucoup de scieries de chêne, beaucoup de scieries de résineux, donc qui permet de valoriser localement ces produits. Le pays était charmant. La vallée de l'Aigle est connue par son aspect animé, vert et riant, écrit la comtesse de Ségur dans Les Petites Filles modèles. Elle est venue s'installer en 1822 au château des Nouettes à Aube. Entourée de ses petits-enfants, elle y a puisé son inspiration. Et depuis 2003, tous les 2 ans, fin août, Festivan y a élu domicile. Un festival qui met en avant la littérature enfantine et l'âne. On se souvient de Cadichon dans Les Mémoires d'un âne. Plus de 300 bénévoles sont mobilisés le jour J. Une fête en costume d'époque avec des tableaux vivants, mais aussi des costumes spécifiques selon les thèmes choisis chaque année. En 2011, le conte sera l'un des thèmes et Ali Baba sera en vedette. Les bénévoles se préparent plusieurs mois à l'avance. Elles viennent avec leur machine à coudre sous le bras et se retrouvent dans les différentes communes du Pays d'Ouche. Cette fois-ci, c'est au foyer de Saint-Sulpice-sur-Rille, près de l'usine Bohin, célèbre fabricant d'aiguilles. Ça, c'est tout cousu, donc il y a mettre les élastiques dedans. Qui éventuellement mettra des élastiques là-dedans? La râleuse, elle va arriver tout à l'heure. Oui, elle vient, la râleuse. Attention, il y a le chef d'atelier qui veille. Hein. Qui c'est le chef d'atelier? C'est Pierrot. Le Pierrot, hein. Tu veux de l'augmentation, Pierrot? Hein? Tu passes chef? Il est passé chef de lui-même. J'étais coupeur tissu d'ameublement, c'est pour ça que je suis dans mon élément. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je rentre le soir, je suis mieux dans ma tête. Si je suis toute seule à la maison, tu pourras pour m'appeler, j'entendrai pour la rôleuse. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une aventure collective. À chaque fois qu'on se réunit, on se dit il faudrait faire ça, ça sera beau, ça sera beau. Donc ça ne peut être que beau. Moi, je trouve que c'est beau ce qu'on fait là. On est ensemble, on se fait plaisir et on fera plaisir. Ça, c'est vraiment remarquable. Tout le monde se moque de moi quand je dis on ne se déguise pas à festival, on se costume. Et le papier de crépon, s'il pleut, c'est pas joli. Eh ben non, c'est pas une kermesse qu'on fait, c'est une grande fête. Une kermesse, on y met du papier crépon. Mais à la fête, à festival, c'est beau, c'est noble, c'est du... Voilà. Je suis très contente. Parce qu'on fait des connaissances, on papote. Que toute seule, on ne fait pas. Et j'avais envie de participer à tout, en fait. Hein. Oui, oui. Et puis apprendre aussi, parce qu'en fait, on apprend des choses. Moi, j'ai jamais fait de choses de fantaisie comme ça. Je travaillais dans la couture, mais c'était différent. C'était plus sérieux. Et chez les Vérales, c'est du sérieux en ce jour de collecte. Le camion de la CIA, coopérative d'insémination animale, est dans l'arrière-cour et les techniciens opèrent. Il s'agit de collecter les embryons des meilleures vaches et de les transférer sur des vaches receveuses après analyse de la collecte. On recherche l'excellence dans les animaux, dans tous les critères, hein, parce qu'on est assez exigeants. Nous,
faut que ça produise du lait, de la protéine, et puis en plus ça fasse des vaches bien conformées, des jolies vaches. Et aujourd'hui, sur le marché, il faut avoir dans le haut du panier, dans la haute génétique, il faut avoir que des animaux comme ça, quoi, pour arriver à les vendre le plus cher possible. Ça met une pression? Un peu, oui, tout à l'heure j'avais un peu la pression. Pourquoi? Un mauvais résultat de collecte. Un mauvais sur une résultat de génisse, collecte. Elle avait 10 embryons, mais ils ont tous été non fécondés. Donc là, j'ai récupéré le milieu de collecte, la collecte que vous avez vue tout à l'heure. Donc le lavage de l'utérus qui est censé récupérer les embryons de la donneuse. Et là, pour faire ma recherche, j'ai besoin d'avoir moins de milieu, donc je vais filtrer. On va sur les concours pour faire la pub de l'élevage, comme on a été au salon de l'agriculture, comme on va aller au national à la fin du mois de mai. C'est pour faire une vitrine en fait de notre élevage. On sort nos meilleurs animaux sur les concours pour montrer ce qu'on a chez nous et ce que les gens peuvent venir après acheter. C'est une vitrine de l'élevage en fait. Et après ça c'est pareil, et ça la passion elle est là aussi, c'est un sport en fait. C'est pouvoir gagner sur un concours, on la prépare, il y a l'adrénaline qui monte, quand on gagne, nous on est assez émotifs, on pleure, mais le truc ça va jusque là quoi. Nous c'est une passion. Maintenant la compétition est de plus en plus difficile. Parce que bon, il y a des gens pointus, il y en a partout. Faut pas... Puis en plus, ça nous permet aussi, de plus en plus. Et puis en plus, ça nous permet aussi d'avoir des contacts avec des gens d'autres régions aussi. C'est sympa aussi. 23 embryons collectés. Et dans les 23, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 qui sont viables. Donc là, on est largement au-delà de la moyenne. C'est une collecte assez exceptionnelle. Il faut le reconnaître, donc on a beaucoup de chance. Et ensuite, ces embryons, une fois rincés, ils vont être montés en paillettes individuelles, soit pour être transférés directement sur une receveuse, soit pour être congelés. On accélère la génétique, quoi. Le but il est là, quoi. C'est d'aller plus vite, quoi. Je pense que c'est... Et d'optimiser, ouais. Puis d'avoir un troupeau le meilleur possible, en éliminant les animaux les moins bons, quoi, ou pas les mettre à leur production. En fait, c'est ça. Le plus gros souci aujourd'hui des races, c'est la consanguinité, en fait. C'est comme on a toujours pris le meilleur des meilleurs, et même en taureau, et on arrive à des moments où on ne sait plus quoi mettre parce qu'on est trop proche en consanguinité sur les pères, sur les grands-pères. Et aujourd'hui, même la chose la plus intéressante, c'est essayer de sortir une vache qui est très bonne, mais qui a pas du tout du sang des autres, quoi. Et ça, c'est difficile. L'avantage de la Holstein, c'est que c'est une race mondiale. Donc, on a un panel d'animaux importants par rapport à des races régionales. C'est assez compliqué pour une race régionale, justement, par rapport à la consanguinité. On retombe rapidement sur les mêmes lignées. La CIA, fondée par Robert Cassou, est la première coopérative d'insémination animale française. Elle est implantée à l'Aigle depuis 1952 et a permis la diffusion d'une génétique de haut niveau. Dans son laboratoire, la semence des taureaux est examinée. La qualité biologique est évaluée, puis la semence est conditionnée en paillettes pour être congelée. IMV Technologies est dans le droit fil de la CIA. Fondée en 1963 par le même Robert Cassou, cette entreprise, installée à l'Aigle, est aujourd'hui leader mondial en biotechnologie de la reproduction animale. Elle conçoit, fabrique et distribue l'ensemble des processus liés au programme d'amélioration génétique des cheptels en s'appuyant sur une main-d'œuvre hautement qualifiée. Une filiale dédiée à l'espèce humaine constitue un partenaire incontournable des centres d'assistance médicale à la procréation. Le groupe IMV compte plus de 250 collaborateurs et est présent dans plus de 120 pays. Éric Véral aime le foot. Il joue chez les vétérans au Samfoot et ses enfants aussi. Bonjour à Sandrine. Samfoot, Soligny, Les Apres, Moulins, un club qui monte. 174 licenciés de 6 à 56 ans. Ouais. Oh, t'as pris des couleurs, dis donc. Ouais, un petit peu. Et là, tu attaques les ensilages? Je suis en train d'ensiler, je suis en train de faire du fond. Bonjour. T'en as un peu d'herbe quand même? Faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. On a eu l'orage l'autre jour, ça nous a sauvés. Ouais. Si on l'avait pas eu. Oui, pratiquement 50 mm, c'est ça? Ah ouais, il y a des régions. Le fameux dimanche. Ah ouais, c'est la catastrophe. Marc, c'est pareil. Marc, c'est pareil, il a peur à ses plantations et c'est juste. Ouais, ça m'étonne pas, c'est clair. C'est pas grave, tu restes en basket, vu comment c'est sec, c'est pas très grave. Moi aussi, je suis en basket.
Ok. Allez, on essaye de faire 3 et pendant ce temps-là, moi je mets un petit jeu en place. Et du soleil, encore et toujours en ce 16 mai, jour de l'inauguration officielle du gîte du Perron à Saint-Symphorien-des-Bruyères. Un gîte de grande capacité, le premier du genre sur le territoire, il en manquait. Les Vérac, propriétaires des lieux, assurent la visite. Ancienne écurie, puis salle de traite, et enfin étable à Génisse quand Jean-Marie Vérac est passé en vache allaitante. Aujourd'hui, ce bâtiment va accueillir des touristes. Je crois que ça plaît à tout le monde. C'est bien aménagé, c'est fait avec goût. Ça représente le fruit de combien Un an d'années en travaux, 1 an, mais pour tout ce qui est dossier, 3-4 ans de réflexion avant de se lancer. On a eu des aides du pays et de la région pour faire remonter ce projet, bien sûr. Et ça, c'était important, indispensable? Ça donne un soutien, n'importe comment, c'est vrai que ça aide à faire un projet de telle importance parce que l'investissement est très lourd quand même. Ça a été long à tout choisir, mais je trouve que c'est bien. Vous avez mis du cœur? Oui, et du temps aussi. Bon, c'est pas tout d'avoir des artisans, mais les artisans, il faut les suivre, il faut être là. C'était des réunions de chantier toutes les semaines, c'était... Ah, je crois qu'on m'appelle. Et là, le grand jour est arrivé. Oui, et nos premiers clients arrivent le week-end prochain. Changement de décor. Comme tous les matins, séance de traite chez les Véral. Benjamin et son père Gérard s'activent pendant qu'Éric installe, lui, le tank avec le lait tout juste sorti du pied de la vache pour l'amener à la fontaine à lait à l'Intermarché de l'Aigle. On a connu des moments difficiles il y a 2 ans maintenant. On jetait du lait pour manifester, pour se plaindre d'un prix qui n'était pas rémunérateur. En ayant eu l'idée d'aller vendre notre produit et de rencontrer le grand public, ça permettait aussi de parler de notre métier. Donc là, avec un retour extrêmement positif sur la vente du lait, sur la qualité du lait et puis l'attente aussi du public, donc là c'est une réelle satisfaction. On arrive à Ferrières-Doyen, donc Monsieur l'évêque à gauche, connu dans la région, une partie de ses installations. Et juste à la sortie à droite de la Ferrières-Doyen, donc on a Monsieur Guarato, qui est aussi un entraîneur très connu sur Vincennes et qui, comme Thierry Duval d'Estaing, porte haut les couleurs du Pays d'Ouche. Alors lui, il s'appelle Unique Love. Oui, donc avec Thierry Duval d'Estaing, vous êtes copains, amis d'enfance. Qu'est-ce qui vous rapproche tous les deux? Une chose toute simple, c'est une histoire d'amitié. Après, la terre aussi, tout ce travail du sol aussi. Thierry est vraiment un terrien, hein, à part d'être un entraîneur de génie, ouais, c'est clair, c'est quelqu'un qui aime la terre. Et vous avez combien de chevaux? Vous en êtes où par rapport à vos projets de départ? Là, on a beaucoup progressé. Hein. On est bien installé à la Ferté-Fresnel, on est très bien là. Et là, on a 70 chevaux d'entraînement et on est une dizaine de personnes à travailler sur le site. Voilà. Pendant que certains s'entraînent sur les pistes où vont livrer le lait du jour à la fontaine à lait, d'autres attendent le train sur la ligne Paris-Granville pour aller travailler à Paris. Arrivé 7h45 en gare de l'Aigle, il faudra 1h20 pour faire le trajet en temps normal. Désolée, on te gâche ta nuit. Tu voulais dormir? C'est super. C'est les retrouvailles de la semaine, puisque tout le monde a passé son week-end, et comme la majorité reprennent le mardi, donc voilà, c'est les petites retrouvailles entre amis. Quelqu'un veut la crème? Mais alors par contre, on ne sait jamais qui on va voir le matin parce qu'il y en a qui sont là le lundi, qui sont pas là le mardi, il y en a qui sont pas là le lundi. Donc moi le lundi par exemple je suis souvent toute seule et je me sens très seule.
sans mes copains de train. On arrive même à se retrouver une fois par an pour l'instant. L'été, on se fait une bouffe ensemble. C'est très sympa. On s'est bien trouvés, quoi. C'est que des gens agréables qui se prennent pas trop le chou et puis voilà. Ça fait plaisir de se retrouver le matin. On a toujours une petite blague. Là, il y a Mémé qui nous raconte des petites bêtises de temps en temps, des petites blagues sympas. Et puis bon, ça fait plaisir d'être ensemble le matin comme ça. Pour aller bosser, ça on est en place. Voilà. Je connaissais absolument personne et puis je les voyais le matin, donc, parce que moi je dors souvent le matin dans le train. Et le matin, je les voyais souvent en train de se marrer, etc. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée les voir. J'ai dit, est-ce que je peux m'installer avec eux? Puis ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et puis depuis ce jour-là, ce sont devenus vraiment des amis à part entière. Nous avons constitué il y a quelques années une association dont la présidence a été reprise par Anne. Voilà. Pour notre plus grand bonheur, parce qu'elle a une énergie de tous les diables. C'est une ligne essentielle, vitale pour la région. Et, tous, on se bat pour qu'elle soit maintenue et puis pour qu'elle existe et qu'elle fonctionne bien. Donc, non, on est attaché à cette ligne. Il y a des périodes où ça va bien et d'autres périodes où il suffit d'un élément pour tout perturber. Là, on va avoir un changement matériel dans 2 ans parce que la région a commandé de nouveaux trains. Il y a des travaux qui vont être faits sur les voies parce que le réseau ferré de France doit rattraper des années de retard d'entretien. Il faut élever un peu le débat et puis raisonner un peu au niveau national parce qu'on n'est pas la seule ligne à avoir des problèmes. Quand même, on n'est pas une ligne maudite à ce point-là. Il y a beaucoup de lignes où il y a des problèmes, il y a beaucoup de lignes où il y a des associations de voyageurs comme nous. Et l'idée, ce serait un peu de se regrouper pour avoir des revendications communes qui puissent remonter au niveau de la SNCF et qui puissent surtout être entendues. Là, j'ai ma maison, je suis propriétaire de ma maison près de Chambly. Et donc à côté de ça, je bénéficie de tous les avantages de la campagne et puis j'ai mon travail à Paris. Et donc ça me convient très bien. Pour le prix d'un minable studio parisien dans un quartier médiocre, on a tous des maisons avec jardin, en ville. Et c'est le plaisir de s'être rencontrés aussi. Ce qui ne serait probablement jamais arrivé. Parce que dans le métro, personne ne se parle. Voilà. Les transports en commun parisiens, personne ne se parle. Voilà. Donc c'est une jolie histoire. Grande première pour Eric. Il va driver un trotteur avec son ami Thierry Duval d'Estaing, l'entraîneur vainqueur du prix d'Amérique cette année. Tu vas prendre Pretty. Non, Pretty, non, elle est gentille. Hein, tu vas mettre les rênes sous ton cul et on va tourner autour. Tu vas tourner autour de moi d'abord. Au pas. Bon, tu vois, c'est simple. Et c'est celle que j'ai montée. Il n'y a rien de plus simple. Ouais. Bon, par contre, il faut que je regarde si tu es souple un peu avant. Tu fasses ça, un petit peu. Touche tes pieds. Hop. Et Clément. Et après, si tu es trop court, tu prendras ici tout à l'heure. Hein? Tu vois, elle va. Par contre, il faut que tu sois souple. Il faut que tu. Ouais, il faut que je joue avec elle suivant comment il faut que tu aies les bras. Voilà, faut que tu aies les bras élastiques. Allez, lâche-la, Clément. Ouais, tu vas prendre la corde. Doucement, tire. Reprends un peu, parce que là, bon, on est pas mal là, hein, on n'a pas le chauffage dans la cabine, mais on n'a pas la clim non plus. C'est toi, je t'ai mis des rênes à l'échelle parce que c'est pratique. Suivant, mettons, tu as un cheval qui tire dur, tu avances tes mains de 15 cm, tu chopes les rênes au-dessus, tu sais. Voilà. Et si tu vois que ça tire, tu fais droite-gauche, tu vois, toc. Voilà, tu joues avec, tu t'amuses. Non mais c'est bien débrouillé, il a pas peur. Bah, c'est un gars de la terre, hein. Les gars de la terre, ils n'ont pas peur. Ah, et voilà quoi, il est à l'aise. Impeccable. Super sensation. Impressionné par la puissance de la jument, quoi. Ça pense qu'à avancer, quoi. Faut toujours la tenir, vraiment, elle pense qu'à accélérer, quoi. C'est impressionnant. Hein. C'est vraiment bien. Voilà. Et puis le coach, Thierry, ouais. il a l'air très content. Ah ouais, je suis content. Hein. Parfait. Il était un petit peu déçu au premier tour, parce
que j'ai quand même mis 25 mètres. Et bon, j'ai dit là, le deuxième, il faut que je laisse gagner parce que sinon il me ramitera pas, quoi.